Bonjour, nouvel article univers aujourd'hui. Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit message de service. J'adresse tous mes remerciements aux personnes qui ont récemment fait la promotion de ce blog et de la chaîne YouTube qui va avec. L'Escadron Blada dans un article qu'un lecteur m'a mentionné il y a peu, et Pierre O qui dans son dernier live a eu des mots très aimables pour ce que je tente de faire ici. Même s'il me faut sans doute préciser que je ne suis pas le très bon joueur qu'il croit. Ce qui a débouché sur un certain accroissement de mon audience en tout cas. J'espère la satisfaire. Mille merci en tout cas. And now, this. Le sixième et dernier tome de la série Podamron est sorti tout récemment en français et je me suis dit que ça pouvait bien justifier un nouvel article univers dans la lignée de ceux que j'avais déjà consacrés à la Capitaine Phasma et à Lando Calrissian. Comme pour la première, le fait que cette série porte sur la nouvelle trilogie justifie peut-être un peu plus cet article car nous en savons somme toute fort peu quant aux personnages apparus avec le réveil de la Force. Et pourtant les BD délibérément évitent de trop en dire. Disney réserve les évolutions majeures des principaux personnages de la nouvelle trilogie au seul film pour l'heure. Et c'est pourquoi en dehors du réveil de la Force et des derniers Jedi, très peu d'informations importantes ont fuité concernant Rey ou Kylo Ren, ou Finn, voire Ross Tycho dans une moindre mesure. Cependant, si Podamron, incarné à l'écran par Oscar Isaac, pourrait à bon droit être compté parmi ses personnages principaux, Disney semble avoir considéré que les auteurs de l'univers étendu avaient un peu plus de marge le concernant, mais à une condition, la série, la seule vraie série Marvel associée à la nouvelle trilogie, puisque Capitaine Phasma est une très brève mini-série, la série Podamron donc se consacrerait principalement à des événements survenus avant les films, ce qui éviterait des spoilers malvenus ou des évolutions non souhaitées. C'est bien ce qui se produit durant les 5 premiers tomes de Podamron. Le sixième et dernier pourtant opère un saut dans le temps en se situant après les derniers Jedi. Mais comme on le verra, il s'agit pour partie de boucher les trous, nombreux, des épisodes 7 et 8 en préparant la venue de l'épisode 9, prévu pour décembre prochain sauf erreur. La série Podamron est scénarisée par Charles Soule, que j'avais déjà évoqué par ici pour la mini-série Lando le casse du siècle, et qui, là maintenant, s'occupe de la deuxième série Darth Vader, en français Dark Vador le Seigneur Noir des Sith. D'autres lectures qui confirment une chose sensible dans Podamron, Soule est un scénariste très inégal, très inconstant. Il lui arrive de signer des choses très chouettes, j'avais beaucoup aimé sa mini-série Lando donc, mais il se montre parfois davantage fainéant et a une prédilection regrettable pour les twists absolument pas crédibles. Podamron en compte hélas un certain nombre, et il apparaît clairement que son Dark Vador n'arrive pas à la cheville de celui de Gillen et Larocca, que j'avais, il est vrai, trouvé très très bon, probablement la meilleure série Star Wars à ce jour. Cela dit, on avouera volontiers que Charles Soule sait donner du rythme à ses histoires et qu'il peut, quand il le veut bien, fignoler des dialogues nerveux, badass, certes, mais parfaitement dans le ton. Et à l'occasion, la série connaît de brusques poussées qualitatives. Le sixième tome tout spécialement m'a pas mal séduit, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise. Au dessin se succèdent deux illustrateurs au style très différent qui s'occupent en gros chacun d'une moitié de la série. Le premier est Phil Noto, dont j'avais déjà pu apprécier le travail sur la mini-série Chewbacca, autrement plutôt médiocre hélas, et qui use d'un style très sobre, en opposition marquée avec la plupart de ses collègues officiant sur les séries Star Wars de Marvel. La mise en page est simple, l'action efficace mais sans débordement excessif. Sinoto ne me paraît pas toujours au point concernant les vaisseaux spatiaux et les batailles qui les impliquent, j'apprécie vraiment comment il caractérise ses personnages avec de petites touches subtiles et pourtant très expressives. Ici, Paul lui-même et la générale Organa en sont probablement la meilleure illustration. C'est l'antithèse d'un fâcheux travers récurrent dans ces BD Marvel dès l'instant qu'elle figure des personnages apparus dans les films, et qui consiste à tenter le coup d'un photoréalisme absolument dégueulasse. Mais le talent de Noto ici ressort peut-être surtout dans ses très belles couvertures. Il a signé toutes celles de la série Podamron, hors annuals, et c'est un très beau travail. Même si, bizarrement, comme pour Lando le casse du siècle, j'ai le sentiment que Panini n'a pas retenu les meilleurs pour orner ses TPB. Le second dessinateur est l'espagnol Ángel Unzueta, et c'est le jour et la nuit par rapport à Phil Noto. Le dessin est beaucoup plus chargé et flashy, la mise en page plus acrobatique. Les batailles spatiales y gagnent, elles sont incroyablement épiques, les vaisseaux spatiaux superbement mis en scène. Et là, c'est cette fois du côté des personnages et surtout de leur visage que ça coince. À tous ces égards, Unzueta s'inscrit bien plus frontalement dans une sorte de charte des BD Star Wars de Marvel, et son dessin a beaucoup moins de personnalité que celui de Noto, mais on lui reconnaîtra d'être efficace et de bien imprimer l'action dans ses planches. Outre les 31 épisodes de la série Podamron, ces 6 TPB rassemblent également 2 annuals, un épisode spécial consacré à ces 3 PO,
et une histoire courte en forme de gag tournant autour de BB-8. Bon, toutes ces histoires sont conçues par d'autres auteurs et j'y reviendrai en temps utile. Mais il me faut d'ailleurs commencer cet article par une autre BD que Podameron, parce qu'elle la fonde d'une certaine manière. Dès 2015, alors que les séries Marvel étaient lancées, pour l'essentiel situées entre les épisodes 4 et 5, la mini-série Les Ruines de l'Empire, en 4 épisodes seulement, constituait une sorte de teaser pour la nouvelle trilogie, et pourtant sans opérer le saut générationnel attendu. En effet, il s'agissait ici de raconter ce qui s'était passé durant les quelques mois ayant suivi la destruction de l'Étoile de la Mort lors de la bataille d'Endor. Plus précisément, d'en donner un aperçu désormais canonique, là où l'univers légende avait pu avancer pas mal de choses qu'on a jugé préférable de glisser sous le tapis. La mini-série était scénarisée par Greg Rucka et illustrée par l'italien Marco Cecchetto, qui avait déjà travaillé ensemble sur le Punisher. Ici, il me paraît nécessaire de mettre en avant le dessinateur dont j'avais déjà parlé pour Capitaine Phasma, et qui me paraît figurer clairement dans le très haut du panier. S'il est volontiers flashouille, mais ça c'est souvent le résultat du travail du coloriste, il a un don admirable pour figurer les batailles spatiales comme planétaires, et c'est à vrai dire probablement l'atout majeur des Ruines de l'Empire, dont les 4 épisodes liés par les personnages sont autrement relativement indépendants, et sans doute un peu trop expéditifs au plan narratif. Le plus marquant est probablement le 3e qui voit Sharabei, j'y arrive, Leia Organa et la reine de Naboo Sosha Soruna affronter l'Empire déliquescent mais pas moins cruel, à bord de chasseurs royaux Naboo N1, reliquats de la guerre des clones qui intégreront le jeu X-Wing dans la vague 4. Nous sommes donc une trentaine d'années avant Podameron, et pourtant les liens ne manquent pas, car au cœur de cette brève mais épique aventure, on trouve les parents de Podameron, lequel vient alors tout juste de naître. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose à relever concernant son père, Kes Dameron, même s'il se singularise probablement dans la liste des héros Star Wars, en n'étant pas un pilote mais un fantassin, en fait un membre des Pathfinders commandé par Han Solo sur Endor, et donc dans les mois qui suivent pour des opérations du même ordre, dont notamment la prise d'une base du BSI. Mais il n'apparaît qu'assez peu dans ces pages. La vraie héroïne, c'est son épouse, la mère de Podameron, Sharabei. Elle est le personnage central des Ruines de l'Empire, volant éventuellement la vedette à Leia Organa voire Luke Skywalker, qu'elle est amenée à côtoyer dans ces 4 épisodes. Le dernier d'ailleurs explique qu'elle est cet arbre à l'ombre duquel Podameron a grandi et qu'il évoque hâtivement dans le tome 6 de la série qui lui est consacrée quand il est questionné sur son enfance, mais il n'en dit pas davantage. Sharabei est un personnage assez charismatique et peut-être plus subtil qu'il n'y paraît. Le principe même de son personnage est sans doute relativement convenu. Elle est tiraillée entre son engagement dans la cause de l'Alliance rebelle et l'envie, pas vraiment avouée mais tout de même présente, de se retirer pour vivre enfin un peu auprès de son mari, qui a sans doute le même souci mais en fait encore moins état, et élever ensemble leur fils. Mais Rucka et Cecchetto se montrent relativement habiles dans leur figuration du personnage, qui en sort finalement assez complexe et dès lors humain. Dans la BD, Sharabei est clairement une pilote de A-Wing RZ-1, des vaisseaux qui ont joué un rôle crucial lors de la bataille d'Endor, et elle est sous les ordres de Lulo Lampard sur lequel je reviendrai. Mais on l'y voit piloter également, outre les chasseurs Naboo mentionnés plus haut, une sorte de transport rebelle et une navette T4A de classe lambda. Dans le jeu X-Wing, cependant, Sharabei est une pilote de chasseur ARC 170, et plutôt une bonne pilote d'ailleurs. Je ne sais pas si quoi que ce soit vient justifier cet écart entre les récits et le jeu. La Wing rebelle est un peu à la peine à l'heure actuelle. Une rumeur faisait état de la possibilité de faire des extensions comprenant essentiellement des cartes, dont de nouveaux pilotes, et je suppose qu'elle pourrait être un choix intéressant à cet égard. Mais il serait malvenu de spéculer outre mesure, nous verrons bien. Mais les liens des Ruines de l'Empire avec Podameron ne s'arrêtent pas à ses seuls parents. Lulo Lampard est un personnage important des 2 séries. Ce Duros est un fameux pilote qui dirige donc un escadron d'A-Wing RZ-1 lors de la bataille d'Endor. Il est alors le supérieur et à certains égards le mentor de Sharabei. Mais une trentaine d'années plus tard, ce vétéran légendaire sera toujours là, aux commandes cette fois d'un A-Wing RZ-2 et sous les ordres du fils de Sharabei. Aussi aurons-nous l'occasion d'y revenir. Bon, passons à la série Podameron à proprement parler, et avec un avertissement d'emblée, je risque de spoiler pas mal. Alors, à vous de voir, prudence. L'essentiel de la série se déroule donc avant le réveil de la Force. Elle est constituée d'arcs généralement plutôt brefs, 3 épisodes souvent, mais qui sont tous liés entre eux par une même quête au long cours directement en rapport avec le film. En effet, la générale Leia Organa, fondatrice et dirigeante de la Résistance, Finotto la représente superbement bien, rendant au mieux les traits de Carrie Fisher d'une manière doucement expressive. Leia donc vient tout juste de débaucher Podameron de la flotte de la Nouvelle République,
et lui confie une mission qu'elle juge d'une importance vitale. Il s'agit de retrouver Lor San Tekka, incarné par l'immortel Max von Sydow dans Le Réveil de la Force, un érudit vagabond fasciné par la Force, s'il n'y est pas sensible lui-même, et qui pourrait être la meilleure piste pour déterminer où a bien pu filer Luke Skywalker. Leia est convaincue que son Jedi de frère jouera un rôle crucial dans l'affrontement inévitable avec le Premier Ordre, qui aimerait bien, lui aussi, mettre la main sur le personnage incarné par Mark Hamill. Or, cette guerre ouverte n'a pas commencé au moment de la BD. Le Premier Ordre comme la Résistance sont des factions qui se regardent en chiens de faïence, tandis que la Nouvelle République, faible et vite corrompue, peine à satisfaire qui que ce soit. C'est une dimension fondamentale de cette histoire et qui ne me paraissait pas assez clairement exposée dans les films. Il est vrai qu'ils ne m'ont pas exactement passionné. Mais la série Poe Dameron illustre avec bien davantage de pertinence le rôle des deux factions dans cette affaire, et la Résistance décidément me fait penser à, disons, à un groupe antifa, extrêmement restreint, qui sait que le Premier Ordre est une colossale menace, mais manque de champ pour agir, étant bien conscient que tout comportement un peu trop proactif lui vaudrait des accusations de sédition, voire de terrorisme. Leia elle-même emploie le terme. Pourquoi Poe Dameron ? Parce que c'est le meilleur pilote de la galaxie. Une définition qui revient très souvent dans la BD, même si elle est généralement employée sur le ton du running gag, car il s'agit souvent de présenter le personnage comme un casse-cou particulièrement doué pour se jeter en plein dans les ennuis, et de fait, l'excellent pilote s'est craché plus qu'à son tour. Mais il avait toujours des circonstances atténuantes. Et l'ironie des comparses de Poe, voire de Poe lui-même, qui est en même temps bien sûr d'une extrême arrogance et pose au vaurien, Leia comme de juste multiplier les allusions qui assimilent son subordonné à son ex-mari Han Solo. Cette ironie donc n'enlève rien au fait que Poe Dameron est bel et bien le meilleur pilote de la galaxie. Il a de qui tenir après tout. Les films sans doute en ont fait la démonstration, mais la BD en rajoute. Et dans X-Wing, oui, Poe Dameron à bord de son X-Wing T-70, ayant hérité de ce qui se rapproche le plus du talent Oni de la V1 repousser les limites, est très probablement le meilleur pilote du jeu. Mais il ne peut pas accomplir cette quête vitale seul, heureusement il a des amis sur qui compter. Et bien sûr au premier chef son astromech BB-8 qui entretient avec lui la même relation qui unissait Luke Skywalker et R2-D2 du temps de la guerre civile galactique. Dans X-Wing, le droïde sphérique confère à qui il embarque de nouvelles options de repositionnement, Poe en particulier n'en est dès lors que plus redoutable. Mais BB-8 brille plus qu'à son tour, même sans être embarqué dans un chasseur. Il aime beaucoup faire usage de ses décharges électriques. Mais il faut un escadron à Poe Dameron, et ce sera l'escadron Black, dont il est comme de juste Black Leader. Sur l'injonction de Leia, Poe sélectionne donc dans les rangs serrés de la Résistance 4 pilotes hors normes et un ingénieur. Le premier de ces pilotes, nous l'avons déjà croisé, puisqu'il s'agit de Lulo Lampard, cette fois aux commandes d'un A-Wing RZ-2. Le vétéran d'Endor est toujours bon pied bon oeil et s'accommode très bien d'avoir le fils de Charabey pour chef. Même s'il est d'un naturel grincheux, il est par essence une légende qui inspire le respect. Sa carte dans X-Wing, tout en appuyant sur son statut de mentor éclairé, traduit bien la tendance du personnage à jouer au casse-cou et à se mettre en danger pour accomplir sa mission. La BD fera plus qu'en témoigner. Lulo est le seul de ces pilotes à se trouver aux commandes d'un A-Wing RZ-2, tous les autres pilotes des X-Wing T-70. En mettant Lulo de côté, celui qui est le plus souvent amené à remplacer Poe à la tête de l'escadron Black est Temin Snap Wexley, Greg Grunberg à l'écran, initialement apparu dans un roman. Il faut dire que de même que Lulo, Snap est un vétéran, il a notamment participé à la bataille de Jakku alors qu'il était encore un adolescent. Plus âgé donc que tous ses collègues, à l'exception du Duros, Temin Wexley a une allure qui tranche un peu sur le héros de Star Wars lambda. Il y a quelque chose de plus ou moins nounours et a pris du ventre, idéal pour que le fan geek se projette. Ça n'en est pas moins un excellent pilote de X-Wing T-70. Dans le jeu, il s'illustre par ses capacités d'accélération particulières qui incitent à le jeter en plein dans la bataille tout en négociant au mieux les Arcanbi. Il faut dire que, comme Poe Dameron, il a de qui tenir. Sa mère, Nora Wexley, était une excellente pilote de l'Alliance Rebelle puis de la Nouvelle République. Et Nora Wexley figure d'ailleurs elle aussi dans X-Wing, dans les rangs de la Rébellion donc, et sur 2 vaisseaux. Nous la trouvons ainsi aussi bien aux commandes d'un chasseur ARC 170, comme Charabey, que d'un Y-Wing BTL A4. Dans les 2 cas, elle figure dans le haut du panier et dispose de la même capacité spéciale qui accroît sa défense quand elle se trouve en plein milieu de l'affrontement. Oui, Snap a bien de qui tenir. Et il est intimement lié au pilote suivant de l'escadron Black, Carrie Coon. Les 2 personnages forment un couple, même si leur engagement dans la résistance les met dans une situation compliquée. Notamment parce que Carrie s'inquiète de ce que cette liaison pourrait avoir des conséquences fâcheuses au regard des périlleuses missions que se voit confier l'escadron Black.
ce en quoi elle peut rappeler Charabey, encore que sur un mode plus sec, carré ayant tendance à ne pas mâcher ses mots. Mais je trouve que ce personnage manque un peu de caractère, à vrai dire. C'est un modèle relativement convenu de femme forte dont la romance imposée à quelque chose d'un peu artificiel. Des pilotes de l'escadron Black, honnêtement, c'est celui qui m'inspire le moins. Carrie Coon est bien sûr elle aussi une pilote de X-Wing T-70 dans le jeu X-Wing. Sa capacité spéciale en matière d'accélération est assez étrange et je ne suis pas bien certain de l'impact qu'elle peut avoir. N'hésitez pas à m'éclairer à ce propos. Reste une dernière pilote. Et si Carrie Coon est le personnage qui me botte le moins dans cette petite compagnie d'élite, Jessica Pava, qui est quant à elle apparue à l'écran dans Le Réveil de la Force, incarnée par Jessica Henwick, est sans doute celui qui me parle le plus. C'est un personnage assez mystérieux, même si quelques flashbacks plus ou moins hermétiques nous laissent entendre que son enfance n'a pas été de tout repos et qu'elle a probablement été esclave à un moment ou à un autre. L'expérience l'a profondément marquée et elle en a retiré une véritable obsession pour le contrôle, qui peut la rendre distante. De manière intéressante, cela se traduit notamment par sa propension à personnaliser les vaisseaux qu'elle pilote avec des gadgets de sa création. Bien qu'étant pilote et non ingénieur, ce rôle étant assuré par Odi Meva dans l'escadron Black, elle fait preuve d'une connaissance exhaustive d'à peu près tout ce qui vole et aime bidouiller son appareil pour le faire sien en le rendant plus rapide notamment. Et c'est d'ailleurs elle qui invente l'augmentateur de poussée expérimental que Poe Dameron utilise au début des derniers Jedi, sans test préalable. En jeu, cela renvoie au titre Black One, qui permet de faire une action de MASL exceptionnelle. Jess Pava est brillante à tout point de vue, mais elle a la poisse. Les astromechs de la Résistance ont remarqué une anomalie statistique. Les droïdes embarqués par Jessica ont bien plus de chances de périr en mission qu'avec tout autre pilote de la Résistance. Ils en viennent à la surnommer la Grande Destructrice, et tout le monde sur Tkar se demande si c'est là une superstition ou une plaisanterie, les deux hypothèses étant aussi troublantes l'une que l'autre, car les droïdes ne sont pas censés pouvoir faire preuve de superstition comme d'humour. Mais c'en est au point que les astromechs refusent de voler avec Jess Pava, jusqu'à ce qu'une droïde du nom d'Ivé change la donne, une astromech qui entretient une sorte de romance avec BB-8 d'ailleurs. Jessica Pava pilote elle aussi un X-Wing T-70 dans le jeu de figurines, et son titre est la Grande Faucheuse. De fait, de manière très intéressante, sa capacité spéciale joue éventuellement avec ses astromechs, ce qui est très bien vu. Comme pour Carrie Coon, je ne suis pas vraiment en mesure d'apprécier son impact en jeu, même s'il faut relever que Jess a une initiative de 3 seulement, qui la place à la traîne par rapport à ses collègues de l'escadron Black. Mais c'est à coup sûr un personnage intéressant, oui, mon chouchou dans cette petite bande de séditieux. Reste un dernier membre de l'escadron Black, mais qui n'est cette fois pas un pilote, même si l'on crève d'envie. Il s'agit d'Odi Meva, un Abednedo qui officie en tant qu'ingénieur, et il est très compétent dans sa partie, même Jess Pava le reconnaît volontiers. Odi Meva joue un rôle central dans la série Poe Dameron, hélas au fil d'une intrigue tellement convenue qu'en est en droit de la qualifier de téléphonée, et dont la résolution ne satisfera absolument personne. Même si elle participe d'une certaine manière à la caractéristique essentielle de l'escadron Black, l'héroïsme, et le plus jusqu'au boutiste. Tout au long de la BD, nous voyons l'escadron Black affronter des forces considérables, et généralement quelque chose comme 10 fois plus nombreuses. Ils ne s'en tirent pas toujours sans casse, certes, mais mieux vaut vous prévenir, si vous êtes allergique à ce gimmick ultra badass, la série n'est probablement pas pour vous. Oui, ça fait partie du truc, clairement. Et cela éclaire sans peine le talent adjectif spécifique à la résistance, héroïque, lequel est assez intéressant, de même que fanatique pour le Premier Ordre. À cet égard, les deux factions de la nouvelle trilogie ont été bien plus gâtées que toutes les autres dans X-Wing. Bon, il m'aura fallu du temps, mais vous en savez désormais un peu plus sur les héros de cette histoire. Maintenant, il leur faut un méchant à la hauteur, et ce sera l'agent Terex du bureau de sécurité du Premier Ordre. Terex est véritablement la némésis de Poe Dameron tout au long de cette série. Tous deux envisagent leur affrontement récurrent comme étant de nature personnelle. Même si Terex, au bout d'un certain temps, doit partager l'affiche avec un autre méchant de service, hélas beaucoup moins intéressant, la commandante Malarus, j'y reviendrai le moment venu. Mais Terex, lui, est un personnage très intéressant, et qui est sans cesse approfondi tout au long de la série. Dans les 2 premiers tomes, nous ne savons pas forcément grand-chose de lui. Il est arrogant et bavard, sans aucun doute, et en cela il est typique de ces officiers du Premier Ordre, comme de l'Empire Galactique d'ailleurs, qui prennent leurs adversaires factieux un peu trop à la légère. Mais en l'espèce, même si Poe et ses copains s'en tirent à chaque fois ou presque, c'est pour le coup un antagoniste compétent et redoutable, ce qui se traduit notamment par le fait qu'il a presque toujours un mouvement d'avance sur la résistance. À partir du tome 3, le personnage gagne en caractère, à mesure que l'on en apprend davantage sur son passé.
Nous découvrons que Terex en son temps avait été TK-603, un Stormtrooper présent lors de la bataille de Jakku. Sur l'injonction d'un camarade plus lucide quant à ce que la débâcle signifiait pour l'Empire Galactique, il a pour un temps remisé son armure, mais jamais vraiment ses idéaux. Soldat fanatique, Terex n'avait qu'un objectif en tête, ressusciter l'Empire. Ce qui le rendait aisément manipulable. Or, Terex n'était pas sans compétences utiles, et avec son compagnon cynique, il a mis en place une organisation criminelle redoutablement efficace, dont il prend enfin la tête une fois qu'il a compris que ses associés se moquent de la résurrection de l'Empire comme de leur premier blaster. Ce n'est qu'ensuite qu'il entend parler du Premier Ordre et il décide de rejoindre ses rangs. Il n'y est pas forcément très bien accueilli. On apprécie ses talents multiples, qui en font notamment un espion de premier rang, mais son passé criminel suscite la méfiance et on questionne ses idéaux, pourtant toujours aussi catégoriques. Reste que l'agent Terex, comme il tient à ce qu'on l'appelle dès lors, est un outil de choix pour le Premier Ordre, qu'il ne récompense cependant pas très bien, comme on le verra. Et de fait, l'évolution du personnage sera intimement liée à celle de ses idéaux. S'il a indubitablement la foi, ses supérieurs du Premier Ordre ne se trompent peut-être pas tout à fait quand ils se méfient de lui. C'est que le personnage qui ne cesse de clamer sa conviction que le concept même de liberté est essentiellement une menace pour l'ordre galactique, est lui-même farouchement attaché à sa propre liberté. La bascule le concernant illustrera d'ailleurs cette thématique de manière particulièrement cruelle. Oui, c'est le méchant de l'histoire, mais on en vient à le plaindre. Et graphiquement, cela se traduit par une certaine tendance à personnaliser ses armures. D'abord celle de TK-603, qu'il a récupérée dans les sables de Jakku, et dont il a accentué l'aspect samouraï, une inspiration notoire de George Lucas pour le design de Dark Vador, mais Terex va en fait bien plus loin. Mais aussi, il fait de même plus tard avec une armure du Premier Ordre, ce qui est l'équivalent terexien d'une procédure de divorce. Oui, l'agent Terex est un méchant très réussi, et à vrai dire probablement le personnage le plus intéressant de cette histoire avec Jaspava en ce qui me concerne. Il ne figure pas dans X-Wing à ce jour, mais je suis persuadé que ce serait une option très pertinente à l'avenir, dans le Premier Ordre à vue de nez, mais il pourrait aussi avoir son versant scum. À noter d'ailleurs, Terex dispose de son propre vaisseau, et pas le moindre, le Pic de la Charogne qui appartenait en son temps au grand Moff Tarkin, lequel l'avait baptisé ainsi pour des raisons exposées dans le roman Tarkin de James Luceno, hélas très mauvais. Le Pic de la Charogne a une allure caractéristique de lance, et dans le tome 2, il transperce littéralement une station orbitale. Et il dispose de bien des options intéressantes. Pas des moindres, une capacité de furtivité qui, en termes de jeu, renverrait à la mécanique d'occultation. Bien sûr, ce vaisseau n'existe pas à ce jour dans X-Wing, mais je tends à croire qu'il pourrait constituer un vaisseau épique intéressant, aussi bien pour l'Empire Galactique que pour le Premier Ordre d'ailleurs. Au fil de la série, bien d'autres figures notables du Premier Ordre sont évoquées ici ou là. On parle forcément du suprême leader Snoke ainsi que du général Hux. On entrevoit ça et là Kylo Ren, mais le seul de ces personnages à jouer véritablement un rôle dans cette histoire est la capitaine Phasma, même si la plupart du temps nous ne l'apercevons qu'à distance sous forme d'hologramme sermonnant Terex pour ses échecs et sa propension à la désobéissance. Plus tard cependant elle apparaît en personne et a son mot à dire sur certains développements majeurs de l'intrigue. Il n'y a toutefois pas grand-chose de plus à en dire ici, et je vous renvoie, le cas échéant, à mon premier article univers autour de Phasma. Le premier volume de Poe Dameron se conclut sur un épisode spécial dans lequel l'escadron Black et Poe lui-même n'ont absolument aucun rôle. Pourtant, c'est à bon droit qu'il figure ici, car il peut expliquer certains aspects de la suite des opérations. Or, il porte sur un héros assez inattendu, C-3PO. Ce Star Wars Special C-3PO date de 2016. Il est scénarisé par James Robinson et illustré par Tony Harris, un dessinateur que j'avais plutôt apprécié en son temps pour son travail sur l'intéressante série Ex Machina, scénarisée par Brian K. Vaughan. Il use ici d'un style très particulier, un peu agressif avec ses gros traits noirs, mais qui a indéniablement de la personnalité et même, je suppose, de la gueule, dans un registre très différent de toutes les BD Star Wars que j'ai pu lire. Cette BD très prosaïquement explique comment C-3PO a récupéré son bras rouge qui, comme chacun le sait, empêche de le reconnaître. Ce qui en tant que tel serait relativement anecdotique si cela n'aiguillait pas sur une autre conséquence potentielle de cette histoire 100% droïde, un certain changement de personnalité qui affecte considérablement le droïde de protocole que nous avions toujours connu froussard depuis l'épisode 4. En effet, C-3PO, s'il conserve de par son côté guindé et à côté de la plaque quelque chose d'un ressort comique, s'avère pourtant bien plus compétent au service de la Résistance qu'il ne l'était du temps de la guerre des clones ou de la guerre civile galactique. Le C-3PO de la Résistance est devenu un maître espion à la tête d'un réseau de droïdes très étendu et très fructueux. Oui, il préfère les qualifier d'agents, pas d'espions.
Et à cet égard, il joue un rôle conséquent dans le reste de la série Podamron. À vrai dire, si T-Rex et le meilleur pilote de la galaxie sont portés à envisager leur affrontement comme étant de nature personnelle, à mains égards, cette lutte oppose également T-Rex à C-3PO, et l'agent du bureau de sécurité du Premier Ordre qualifie lui-même de manière révélatrice le droïde de protocole comme étant son homologue de la Résistance. Je ne sais que penser de cette évolution de C-3PO en termes de crédibilité, disons, mais l'idée de ce réseau de droïdes agents est assurément bonne. Et elle éclaire le fonctionnement de l'équipage C-3PO de la Résistance, dont le propos est de coordonner, et qui fait ça d'autant mieux quand ce sont des droïdes qu'il coordonne. Sauf erreur, la Résistance manque encore d'options pour tirer pleinement parti de cet équipage hors norme, mais j'ai cru comprendre que la vague 4 pourrait commencer à y remédier. Nous verrons bien. Le volume se conclut sur une histoire brève en forme de gag signée Chris Eliopoulos et Jordi Belair, dans laquelle BB-8 joue le médiateur amoureux entre un pilote et une ingénieure. Ça n'a pas vraiment d'intérêt en ce qui me concerne, même si j'ai lu une autre histoire de ce type, tournant autour de Dark Vador qui étranglait tout le monde, et celle-ci était rigolote, oui. Le tome 2 comprend les épisodes 4 à 7 de la série. Charles Soule les scénarise tous, mais Phil Noto, même s'il n'y finit pas son run, ne dessine que les 3 premiers. Le dernier, c'est Angel Unzbeta qui s'y colle, qui fait ainsi ses premières armes sur Podamron. À l'instar du premier volume, l'Escadron Black, celui-ci, titré Sous les verrous, se montre assez efficace dans son registre pulp relativement léger. L'Escadron Black se rend sur une planète pénitentiaire pour y dénicher des informations sur leur San TK, mais une fois de plus, T-Rex les a pris de vitesse. Et nos héros sont confrontés à un fâcheux dilemme, ce qui représente un peu leur quotidien au fond. Leur informateur est un personnage assez haut en couleur, Gracchus le Hutt, apparu initialement dans le 2e volume de la série régulière Star Wars intitulée Épreuve de force sur Nar Shaddaa. Forcément un baron du crime, ce mafieux adipeux se caractérise, outre ses membres cybernétiques qui lui permettent de se déplacer, par une véritable passion de collectionneur pour tout ce qui concerne les Jedi. Dans Star Wars, c'était précisément pour cette raison que Luke Skywalker lui rendait visite, ce qui s'était très vite avéré une mauvaise idée, le Hutt ayant fait prisonnier le naïf fermier. 30 ans plus tard, Gracchus est toujours aussi passionné par les artefacts liés à la Force, et c'est bien pourquoi il pourrait mener l'Escadron Black à leur San TK, et donc à Luke Skywalker, décidément. Mais tant de staff, là. Gracchus jouera indirectement un petit rôle plus tard dans la série, ce qui est en soi anecdotique sans doute, mais révèle que le personnage entretient finalement avec Podamron une relation peut-être vaguement ambiguë. Mais le dernier épisode de ce volume, un one-shot, introduit un personnage autrement déterminant pour la suite des opérations sur Alinda Javos, une journaliste scomatienne, une espèce qui a beaucoup souffert de la cruauté de l'Empire, et une connaissance de Podamron. Elle essaye d'en jouer pour obtenir un scoop car elle est volontiers manipulatrice, mais ce à quoi elle assistera en guise de conséquence de ses mesquines magouilles l'amènera à ouvrir les yeux sur les natures respectives de la Résistance et du Premier Ordre, et à intégrer les rangs de l'organisation de la Générale Organa. En définitive, elle intégrera à son tour l'Escadron Black aux commandes d'un A-Wing RZ-2, mais elle n'apparaît pas dans le jeu X-Wing. Je ne suis pas bien certain de ce que je pense de ce personnage. Je crois en fait que cette première apparition m'a incité à me montrer sceptique pour une raison en vérité secondaire. Le style graphique d'Angel Unzbeta me parlait beaucoup moins que celui de Phil Noto, et le personnage faisait un peu trop bonasse mais en bleu à mon goût. Le côté un peu cynique mais pas totalement non plus du personnage devrait jouer en sa faveur, mais ouais. Le tome 3, La tempête approche, dans lequel tout est à nouveau dessiné par Phil Noto, qui conclut ainsi son run sur la série, commence à adopter un ton plus grave que les précédents, pour partie du fait exposé plus haut que c'est ici que nous en apprenons davantage sur le passé de l'agent T-Rex, et ces passages sont très réussis. Mais au présent, les drames s'enchaînent. La pénible trahison d'Odi Muva, avec sa pénible justification, ne plaide pas vraiment en faveur de cet arc. Mais après quelques malhonnêtetés dont Saul se montre parfois coutumier, ici un twist absolument pas crédible pour un sou même s'il débouche sur une scène amusante, ce 3e volume comprend bel et bien un retournement inattendu. Attention, spoiler! La mort de Lulo Lampard. Et ça, je dois avouer que ça m'a pris totalement par surprise. Côté antagoniste, ce 3e tome se conclut sur la première apparition du méchant alternatif de la série, la commandante Malarus. À ce stade, nous n'en savons encore rien, mais dans les tomes suivants, elle s'avérera bien vite être un méchant très caricatural, beaucoup moins riche et complexe que l'agent T-Rex. C'est une sadique assumée, obsédée par l'idée de perfectionnement pour elle-même, qu'elle travaille en usant de diverses drogues, et tous les autres lui sont naturellement inférieurs, bons seulement à être torturés.
À la différence du pourtant bien plus intéressant T-Rex, le commandant Malarus a intégré le jeu X-Wing, étrangement en tant que pilote de chasseur TIE-FO, plutôt efficace d'ailleurs à vue de nez de par sa capacité spéciale potentiellement intéressante et son initiative de 5. Mais en tant que personnage de BD, le 4e tome de Poe Dameron, Disparition d'une légende, marque une rupture à plus d'un titre. Mais d'abord et surtout parce que Phil Noto est remplacé définitivement par Angel Unzueta au dessin. Comme je l'avais dit plus haut, j'ai trouvé ça plutôt regrettable, tout en reconnaissant que le dessinateur espagnol sait mettre en scène les batailles spatiales, qui deviennent toujours plus épiques à mesure que la série progresse et que l'affrontement avec le Premier Ordre devient toujours plus ouvert. A noter, ce 4e volume comprend également en son milieu le premier annual de Poe Dameron, scénarisé par Robbie Thompson et dessiné par Nick Virella. Il n'y a hélas pas grand chose à en dire, c'est au mieux médiocre et je n'en retiens guère que l'amusant gimmick sur le faciès renfrogné de Leia, laquelle joue un rôle particulier dans cette histoire, mais par la force des choses. En effet, à en croire l'éditorial de ce volume, l'ouverture du premier épisode, qui porte sur les funérailles de Lulu Lampard, aurait été écrite par Charles Soule le jour même de la mort de Carrie Fisher. Je ne sais pas quel crédit on peut accorder à cette histoire un peu trop belle pour être vraie, mais il est certain que l'auteur développe dans ses planches un double discours qui ne laisse pas indifférent. À ceci près, mais je suppose que c'était difficile à éviter, qu'il succombe forcément à un certain lacrymalisme motivationnel et violonneux, typique des récits mettant en scène l'hommage rendu par les frères d'armes aux héros tombés au combat. Le reste de l'arc est plus classiquement et efficacement orienté vers l'action, même s'il repose sur une idée assez saugrenue, en gros faire un remake de Speed à la sauce Star Wars. Cela fonctionne plutôt honnêtement pourtant, en dépit là encore de quelques malhonnêtetés de Charles Soule, des explosions mal attribuées, et du fait que la commandante Malarus est un antagoniste beaucoup moins intéressant que l'agent T-Rex. Cela dit, celui-ci n'a pas disparu de la série, loin de là, seulement son équivalent premier ordre du discours motivationnel des funérailles de Lulu Lampard, assez lourdement monté en parallèle, n'a pas convaincu la capitaine Phasma et T-Rex se voit châtié de la pire des manières. On lui attribue des implants qui brident sa personnalité, et notamment, on y insiste, sa capacité à mentir, outre celle à désobéir. On en fait un simple ordinateur humain en proie aux cruautés puériles de Malarus. Et là, je ne peux m'empêcher de me demander si Charles Soule n'a pas quelque chose avec les implants. Après tout, dans Lando, le casse du siècle, il avait accordé un rôle de premier plan à Lobot, en racontant justement comment le personnage s'était retrouvé à jamais soumis à ses propres implants. Mais T-Rex n'est pas Lobot, sa force de volonté est tout autre. Et dans la suite de la série, nous le verrons circonvenir ses implants, d'une manière assez terrible et qui, en ce qui me concerne, ne fait que renforcer, une fois encore, l'intérêt de ce personnage décidément très réussi. De manière plus anecdotique, je relève que cette BD, comme beaucoup d'autres, met en scène de nombreux vaisseaux, dont certains sont bien connus, abondance ici de chasseurs TIE-FO et TIE-SF, mais dont d'autres ne figurent pas, encore, dans X-Wing. Dans bien des cas, je n'en vois pas assez et n'en sais pas assez pour ne serait-ce que les identifier, mais ici, un vaisseau du premier ordre est assez récurrent, piloté par Malarus et T-Rex d'ailleurs, qui est la navette légère de classe Xi, une sorte de lambda inversée. Pas dit qu'en jeu la faction du premier ordre en bénéficierait vraiment, elle qui dispose déjà de la chouette et plus agressive navette de commandement de la classe Upsilon, mais je le note pour mémoire. Le 5e volume, La légende retrouvée, conclut à mains égards l'intrigue au long cours de la série Poe Dameron. En effet, Poe et ses camarades y parviennent enfin à mettre la main sur leur Santeca, ce qui prépare la scène introductive du réveil de la Force sur Jakku. Mais cette première rencontre a lieu dans un tout autre contexte. Sur Cato Nemodia, la planète des Némodiens, comme le vice-roi Newt Gunray, que la prélogie nous a amené à associer d'abord avec la Fédération du Commerce, puis avec la Confédération des Systèmes Indépendants. Dès lors, cet arc établit comme une passerelle et non sans pertinence entre la prélogie et la nouvelle trilogie. Les Némodiens n'y suffisent pas à eux seuls, mais ils s'entourent de droïdes, fantassins comme chasseurs, qui renvoient bel et bien à la guerre des clones. Et Leia, qui joue un rôle central dans cette histoire en montant à un cambriolage audacieux, et une fois de plus, absolument pas crédible, mais distrayant, ok, sur un mode un peu Ocean's Eleven. Leia donc en rajoute à cet égard en usant en guise de leurre des robes de sa mère, sa vraie mère, Padmé Amidala de Naboo. À noter, dans les ruines de l'Empire, il y avait donc déjà quelque chose de cet ordre qui contribue encore à renforcer les liens de l'ensemble. Quoi qu'il en soit, ce choix narratif produit des séquences assez improbables mais plutôt enthousiasmantes qui opposent l'escadron Black à une nuée de dizaines voire de centaines de chasseurs droïdes de classe Vulture. Or, à un moment, leur propriétaire némodien se targue de ce qu'il a fait trafiquer le programme d'autopréservation des chasseurs droïdes, et là, ça m'a immédiatement fait penser à une carte pas encore existante, mais qui intégrera X-Wing dans la vague 4 et qui a déjà été spoilée,
DBS 404, le bien nommé Preservation Protocol Not Found, un bombardier de classe Siena qui a l'air très amusant. Comme les 7 arcs dans l'ensemble, même avec des lourdeurs non négligeables dont le sacrifice d'Ivé qui, après ceux de Lulo Lampard et d'Odimuva, a quelque chose d'un expédient assez lourdingue. Et de même sans doute que le mariage entre Temin Wexley et Carrie Coon en contrepoint des funérailles de Lulo. Bon. Et nous en arrivons au 6e et dernier volume de la série, Le Réveil, qui est totalement différent des précédents. En effet, si le tome 5 se concluait juste avant le réveil de la Force, ce tome 6 se situe presque intégralement après les derniers Jedi, en adoptant au passage une structure narrative plus complexe, avec de nombreux récits enchâssés, dont un nombre non négligeable de flashbacks. Un exercice plus casse-gueule que les récits plus francs du collier qui constituaient jusqu'alors l'essentiel de la série, mais dont Charles Soule, ça lui arrive, se tire très bien. À vrai dire, ce dernier volume a constitué à cet égard une très bonne surprise en ce qui me concerne. Et il a aussi confirmé une chose dont j'avais vaguement l'intuition depuis quelque temps. Si je n'ai pas vraiment envie ici de me lancer dans les polémiques concernant le réveil de la Force et les derniers Jedi, mon avis n'est certes pas très favorable, surtout concernant l'épisode 7 à vrai dire, dont l'indigence scénaristique a quelque chose de la mauvaise blague, mais je suis relativement bon public en même temps et ne crois pas faire partie des rageux. Je crois qu'on peut assez objectivement constater combien l'univers décrit dans ces films, et leurs intrigues à proprement parler, souffrait de très nombreux, très voyants et parfois très embarrassants trous. Au point où des choses essentielles étaient passées sous silence ou peu s'en faut qui rendaient l'ensemble un peu incohérent, difficile à appréhender et clairement pas satisfaisant car clairement pas à la hauteur. Ici, l'univers étendu, je crois, s'avère d'une aide précieuse et à l'occasion, pas systématiquement mais à l'occasion, en comblant plus ou moins ces trous, il révèle que cet univers pourrait être très intéressant en tant que tel, ce qu'il n'est pas à s'en tenir au seul film, je le crains. Et ce tome 6 de Podamron me paraît en faire la démonstration, même quand il s'attache à raconter quelque chose d'aussi prosaïque et anodin à vue de nez que, dans le premier épisode, la manière dont Poe a survécu à son crash sur Jakku après avoir fait s'éjecter Finn. Saul s'applique, Unzueta aussi d'ailleurs, et le résultat m'a paru tout à fait convaincant. Mais il y a donc une grosse rupture temporelle par rapport au tome 5. Ici, l'aventure débute à bord du Faucon Millenium en train de fuir avec les principaux héros des films à son bord après la bataille de Krayt. Et c'est l'occasion d'introduire en dernier recours dans la série Podamron les héros des films qui n'y avaient pas encore eu droit pour les raisons évoquées plus haut. Avec hélas cette conséquence fâcheuse quand Jalun Zweta doit y batailler avec les visages des acteurs pour un résultat pas toujours très probant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le volume s'ouvre donc sur une discussion entre Podamron et deux camarades inédits. Rey, tout d'abord, forcément très perturbé par les événements récents et empli de doutes quant à son rapport à la Force. Mais aussi Finn, bien sûr, qui a vécu des aventures avec Poe lui-même et que sa toute récente épopée, plus ambiguë initialement, aux côtés de Rose Tycho, a confirmé quoi qu'il en pense dans son statut de héros. Rose Tycho elle-même récupère de la dite épopée et n'est entrevue que dans une seule case où elle est veillée par Finn comme de juste. Mais on croise aussi quelques vétérans dans le Faucon Millenium, et notamment Nien Dub, qui retrouve son siège dans le YT-1300, même si dans les rangs de la résistance dans X-Wing, il est lui aussi un pilote de X-Wing T-70. Mais il y a aussi son bro poilu, le puissant Chewbacca. Cependant, ils ne font guère qu'apparaître brièvement dans cette histoire. C'est probablement l'occasion de noter en revanche que Chewie a un rôle plus important dans le second annual de Podamron, qui conclut anachroniquement ce recueil. Il est situé avant le réveil de la Force, et qui est scénarisé plutôt honnêtement par Jodie Hauser, laquelle a également signé l'adaptation de Throne, assez bof, même si incomparablement plus satisfaisante que l'horrible et pourtant célèbre cycle de Throne de l'univers légende, lu depuis et que j'ai absolument détesté. Et cet annual est autrement dessiné par Andrea Brocardo, hélas dans un style un peu cartoonesque qui ne m'a pas vraiment convaincu. Il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que dans tout Podamron, c'est le seul moment où Han Solo intervient véritablement. Lui qui n'est autrement cité que de temps à autre, essentiellement ici dans les flashbacks portant sur le réveil de la Force, est systématiquement comme le vieux fou. Bien sûr, le rapport de Leia Organa à tout cela est un peu différent. Oui, elle est elle aussi à bord du Faucon Millenium. Autrement, les joueurs de X-Wing apprécieront peut-être le passage très fanservice où l'escadron Black est contraint à voler sur des antiquités. Podamron pilote un chasseur de tête Z95 à F4, doté d'un canon ionique, ce qui est impossible dans X-Wing, Carrie Coon un chasseur Torrent V19, Jess Pava un chasseur ARC 170, et Temin Wexley
un ETA-2 Actis Interceptor, vaisseau absent du jeu et que je ne connais pas du tout. Mais l'escadron Black joue bien sûr un grand rôle dans ce tome-ci et en deux temps. D'abord au travers de flashbacks, là encore, portant sur les événements du réveil de la Force ou l'ayant immédiatement précédé. Il y a notamment cette scène assez improbable où Carrie Coon et Tammin Wexley font un repérage de la base Starkiller, Snap étant monté dans une sorte de planeur spatial conçu par Jess Pava, qui, rappelons-le, invente également dans ce volume le dispositif de MASL du Black One. Pour quitter les lieux, Carrie Coon est amené à utiliser CS foils intégrés de manière fort peu conventionnelle et à vrai dire un peu ridicule. Mais l'ultime flashback du réveil de la Force a lieu au début du troisième épisode, qui revisite la bataille finale du dit épisode 7, ayant débouché sur la destruction de la base Starkiller. Le deuxième épisode était déjà revenu, mais un peu plus lapidairement, sur la bataille de Takodana. Le récit qui nous en est fait consiste en un dialogue entre deux personnages alors non identifiés, mais dont l'un a clairement participé à la bataille. Cette narration a entre autres ceci d'intéressant, tout spécialement pour un joueur de X-Wing, qu'elle évoque plusieurs pilotes résistants parmi ceux qui sont tombés lors de la bataille. Ils étaient 12 au départ et 7 sont rentrés. Et nous avons les noms de certains de ces pilotes. La plupart sont absents d'X-Wing, Furillo, Polaris Ven, Sarbelson. Peut-être les verra-t-on un jour en jeu? Je ne le garantirai vraiment pas, mais sait-on jamais. Car un des pilotes de X-Wing T-70 mentionné ici figure bel et bien dans le jeu et c'est Elo Asti, un pilote relativement capé et intéressant d'ailleurs. Mais malchanceux, un de nos compteurs anonymes relève qu'il répondait à l'identifiant Red 6, soit le même que celui de feu Jack Perkins, pilote de X-Wing T-65 tombé lors de la bataille de Yavin. Une allusion qui peut nous mettre la puce à l'oreille, moins cependant que le fait pour nos narrateurs de systématiquement mentionner, outre les pilotes qui sont morts durant l'assaut de Starkiller, les astromechs qui volaient avec eux et qui ont péri eux aussi. En fait, cela vaut également pour Jack Perkins. C'est que nos narrateurs n'étaient autres que BB-8 et R2-D2, que ces 3PO sermonnent, leur discours dépressif est hors de propos et ils ont affaire. Oui, il y a affaire. Les derniers épisodes de la série montrent l'escadron Black, sous les ordres de Snap, chercher partout de l'aide contre le Premier Ordre, et souvent en vain. Ils sont inconscients par ailleurs du sort d'Otkar comme de Krayt, tandis que Poe Dameron ronge son frein dans le Faucon Millenium. Et cela nous vaut des batailles plus épiques et désespérées que jamais, où sur Alinda Javos remplace feu Lulo Lampard dans un Winger Z2. Des batailles bien en rapport avec le sentiment de désastre absolu, mais d'autant plus héroïque, qui imprègne les derniers Jedi, comme l'Empire contre-attaque en son temps, de toute évidence, même si avec beaucoup moins de rigueur. Pourtant, la conclusion, bien sûr, se doit d'être plus lumineuse. Et la suite? Eh bien, a priori, ce sera dans l'épisode 9, la série Poe Dameron s'achevant ici. Mais peut-être le voyage vers l'épisode 9, comme pour les 7 et 8, permettra-t-il d'en savoir un peu plus avant. Et ça serait peut-être bien, parce qu'au sortir de cette série, par ailleurs très inégale, la conviction demeure de ce que l'univers étendu apporte bel et bien quelque chose à l'édifice de la nouvelle trilogie, et parfois avec plus de pertinence et d'impact que les films. Restez tunés.